Bonjour et bienvenue sur Sensation. Nous sommes aujourd'hui avec Polo Breitner, spécialiste du football allemand. Bonjour Polo. Bonjour, Alors, merci de m'inviter. Pardon. avec plaisir, commençons tout de suite par l'un des matchs les plus mythiques et marquants entre la France et l'Allemagne. Nous sommes le 8 juillet 1982 à Séville, demi-finale de la Coupe du Monde. Deux styles, d'un côté l'élégance à la française, de l'autre côté la détermination à l'allemande. Des retournements de situation, de l'admiration, puis des duels sévères. Ce match est-il pour vous une représentation des relations franco-allemandes ? A posteriori, peut-être, avant la rencontre, je n'en suis pas persuadé. Je pense qu'on a beaucoup écrit sur cette rencontre en oubliant que déjà, il faut l'avoir vécu. Moi, j'avais à peine 11 ans, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut juste rappeler que la France était une petite nation du football. On avait du mal à se qualifier euh, pour les, euh, pour les Coupes du Monde et les compétitions continentales. Nous avons eu un parcours extraordinaire en 1982, mais relativement chanceux au tirage au sort, hein, alors que d'autres équipes étaient moins bien loties. Et on se retrouve en demi-finale face au champion du monde, face au champion d'Europe, pardon, en titre, qui avait échoué en Argentine en 78, mais qui avait quasiment tout raflé dans les années 70. Et donc, évidemment, cette équipe française flamboyante, mais qu'on découvrait un petit peu pendant le tournoi, se retrouve face à un décadent européen et mondial évidemment, et on se retrouve en fait dans cette demi-finale mythique qui a fait couler beaucoup d'encre parce que le style de jeu, vous l'avez dit, était très différent. D'un côté, on a cette équipe, ce fameux carré magique, hein, qui arrivera et qui fera date contre une équipe allemande extrêmement défensive. Il n'y avait que 3 joueurs à vocation offensive sur le 11 de départ. Paul Breitner, mon idole d'ailleurs, arrière-gauche de formation, jouait meneur de jeu pour l'équipe d'Allemagne. Donc c'était assez impressionnant. C'était encore la RFA à l'époque, rappelons-le. Et il y a ce match mythique, évidemment, avec les prolongations, qui fait que on a beaucoup écrit, évidemment, parce que c'est l'officialisation de ce qu'on a appelé la Dirty Germany, la sale Allemagne, en fait, hein, qui faisait tout pour gagner. Rappelons l'élimination de l'Algérie, rappelons ce qu'on appelle en France le match de la honte contre l'Autriche qui qualifie les deux équipes pour le tour suivant. Et puis vous avez cette équipe française flamboyante qui va beaucoup marquer les esprits en Allemagne. Donc on a beaucoup écrit et donc c'était un peu le retour d'une germanophobie très classique en France, mais n'oublions pas que cette rencontre a aussi fait beaucoup de mal au football allemand, mais y compris en Allemagne. D'accord, oui, totalement. Et justement, est-ce que pour vous, il y a eu des confrontations, que ce soit entre clubs ou entre sélections nationales, qui vous ont marqué et qui symbolisent justement cette relation franco-allemande ? Alors vous voulez dire entre les clubs allemands et les clubs français? Tout à fait, oui. Bah, c'est à chaque fois, en fait, pendant des années, en fait, lorsque vous voyez la presse française, vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a eu qu'à chaque fois que les clubs français rencontraient les clubs allemands, il y avait toujours une forme de germanophobie qu'il fallait abattre l'allemand entre guillemets. Ça n'est pas que le cas de la France, hein, ne l'oublions pas. Lorsque les Pays-Bas et l'Allemagne et la RFA se rencontraient, c'était la même chose. Lorsque l'Autriche rencontre l'Allemagne, c'était exactement la même chose. Donc il y avait toujours des relents de Seconde Guerre mondiale et aussi des relents de la période nazie entre 1933 et 1945. Et donc, moi, je vois surtout, on peut penser à un match qui a été très important. Je pense au PSG qui va l'emporter au Bayern Munich en 1995 avec ce fabuleux but de Georges Weah. Il y a une forme de supériorité française qui est présente. Ça s'est un petit peu dissipé par la suite parce qu'on s'est rendu compte que lorsque l'Allemagne va bien, le football français va mal, et lorsque le football français va bien, donc devient champion du monde par exemple, le football allemand va mal. Donc ça s'est évidemment générationnellement un petit peu dissipé, mais il y a toujours eu une façon de traiter le football allemand dans la presse et dans les médias français d'une façon assez risible, parce que toujours les ramener à leur passé, c'est toujours un petit peu pénible au bout d'un moment. D'accord. Et justement, vous parlez du traitement de la presse. Comment est-ce qu'est vu le football français outre-Rhin ? Ben, il n'existe presque pas. Soyons très réalistes. Si je vous le parle de maintenant, si on parle du PSG, c'est évidemment la seule équipe qui fait quelques lignes dans la presse allemande, tout simplement aussi bien d'un point de vue positif, c'est-à-dire c'est les résultats du PSG en Coupe d'Europe par exemple, et les confrontations contre Dortmund, contre le Bayern Munich, contre Leverkusen il y a quelques années. Donc ça s'est traité évidemment
d'une façon sportive, et vous avez le fait que le PSG est une grosse cylindrée européenne, un candidat évidemment à la Ligue des Champions chaque année, et puis vous avez l'autre façon de traiter le PSG avec ses stars dont on en entend parler quasiment toutes les semaines, et là c'est vu d'une façon assez péjorative en Allemagne, et on n'est pas persuadé, en tout cas je ne suis pas persuadé que le PSG soit traité d'une façon très correcte dans la presse allemande. Mais, et puis, pour élargir la question, comment est traité le foot français en Allemagne? Ça n'existe quasiment pas, il faut être très très sérieux, sauf là, encore une fois, lorsqu'il y a des rencontres européennes, comme cette année entre Leverkusen et Nice en Europa League. Vous avez quelques petits billets comme ça, mais le football français, pour simplifier, n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas acheter des joueurs français qui vont jouer en Bundesliga. Oui, totalement. Et puis on l'a notamment vu sur la dernière campagne de Ligue des Champions où dans le dernier carré, 2 clubs français contre 2 clubs allemands. Donc c'était quand même assez beau. Je voulais savoir au niveau des 2 championnats, justement le championnat de la Ligue 1, le championnat français, est-il équivalent en termes de niveau par rapport à la Bundesliga, le championnat allemand? Quelles sont les différences qu'on pourrait cibler? C'est pas tout à fait le même niveau, hein. Déjà, il y a une différence financière très importante, hein. La Bundesliga, alors là, je vous parle hors pandémie, a dépassé les 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si vous divisez par 18, ça veut dire qu'à peu près chaque club allemand réalise 225 millions de chiffre d'affaires. Donc les effectifs sont évidemment beaucoup plus étoffés que la L1. Il suffit de voir les différences au coefficient UEFA, où là, on va dire que ce que font les Français sur une année, c'est à peu près ce que font les Allemands, mais comme font les Anglais, enfin pour la Première Ligue, les Italiens et les Espagnols, juste lors des matchs de poule, c'est-à-dire c'est à peu près déjà le même nombre. Donc il y a un décalage très important à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, l'une des énormes différences, c'est le spectacle proposé. Rappelons que la Bundesliga est le championnat qui structurellement marque le plus de buts par rencontre, hein, chaque année. Donc c'est très important. Et puis surtout, il y a une forme de spectacle, tout simplement, qui est liée à une révolution footballistique qui date à peu près du début des années 2000, après l'échec à l'Euro 2000 de la Nationalmannschaft, qui a voulu révolutionner son football par un jeu beaucoup plus flamboyant, avec des esthètes, etc., et qui amènera le titre mondial en 2014. Le football français, et là je ne vous parle que des clubs, est extrêmement prudent, pour ne pas dire conservateur. Il n'y a pas de véritable réflexion sur le jeu, alors que lorsque vous êtes en Allemagne, on ne pense qu'au jeu. Il y a même des entraîneurs qui se font licencier parce qu'ils ne sont pas assez, ils ont des résultats, mais que leur équipe n'est pas assez belle sur le terrain. Je pense à Niko Kovac, l'actuel coach de l'AS Monaco, qui a dû faire ses valises du Bayern Munich, mais on peut aussi penser à Domenico Tedesco, qui était l'un des grands espoirs du football allemand en tant que coach, et qui a dû partir de Schalke parce qu'il n'avait plus les résultats et son équipe ne plaisait pas au public. Donc c'est une donnée une énorme différence, et une donnée que n'a pas prise en compte le foot français. En France, il n'y a pas de réflexion sur le jeu, alors qu'en Allemagne, on ne parle que de ça. D'accord, très bien. Pour revenir un petit peu sur un aspect plus historique, pour célébrer le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, donc qui date de 1963, le match amical entre la France et l'Allemagne a lieu en février 2013. Est-ce symbolique pour vous que le sport, et plus précisément donc le football, soit mis à l'honneur pour célébrer l'amitié franco-allemande ? Le problème, c'est que le foot est mis à l'honneur pour tout. C'est-à-dire que comme c'est le sport roi qui domine tous ses concurrents en termes d'activité sportive, dès qu'on peut faire une exhibition, entre guillemets, avec des champions, et qu'on peut utiliser le football pour des motifs qui soient intéressants ou pas, le football est là. Et c'est un petit peu le problème d'ailleurs de l'évolution de ce sport aujourd'hui, c'est qu'il est mis à toutes les sauces. Vous venez de citer le 2013 pour fêter les 50 ans du traité franco-allemand. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont lu le traité franco-allemand d'ailleurs, mais on va quand même faire une petite fête pour ça. Mais je pense que c'est plus que le football aujourd'hui est utilisé par tout le monde, par les médias, par le marketing, pour toutes les activités, qu'elles soient des activités ludiques ou pas. On voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec les mouvements, et on voit que le football utilise aussi sa caisse de résonance pour expliquer que le racisme c'est ça, et donc il faut éviter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc on utilise toujours le football, et je pense qu'on va l'utiliser de plus en plus. D'accord, donc si je vous dis on n'a pas
tous le même maillot, mais on a la même passion. C'est donc transposable à l'amitié franco-allemande. Bon, l'amitié franco-allemande, moi je sais pas, j'ai vécu en Allemagne, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est sûr. Si vous voulez, j'ai des amis en Allemagne, j'ai des amis en France, j'ai des affinités comme tout le monde. Ce qui est sûr, bon, ça fait un petit peu spécial aussi de parler de l'amitié franco-allemande, parce que ça fait partie toujours de ce qu'on appelle le moteur européen entre la France et l'Allemagne, sauf qu'on oublie que historiquement, la France était très puissante politiquement parlant, et que l'Allemagne était très puissante économiquement parlant. Il se fait que la France n'est plus du tout puissante politiquement parlant, et donc le leadership européen a été naturellement pris par l'Allemagne. Donc pour moi, si vous voulez, l'amitié franco-allemande, elle n'est pas plus importante que l'amitié franco-italienne ou italo-allemande ou ce que vous voulez. C'est juste des puissances économiques qui se rappellent qui sont là. Là, pour moi, c'est de la diplomatie. Mais je ne suis pas persuadé que Mme Merkel, tous les jours, lorsqu'elle se lève, pense à la France. Je n'en suis pas du tout persuadé. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Paulo Breitner, d'avoir été avec nous. Sachez que vous pouvez retrouver cette interview en intégralité sur notre site et sur notre application Radio Sensation.